Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour cette soirée, cette conférence, voilà, avec Henri Frachon, voilà, qui va nous parler de sa pratique de designer, d'artiste, enfin en tout cas de designer qui travaille à l'articulation entre art et design ou entre design et art. Henri Frachon est diplômé de l'ENSI Les Ateliers en 2019 et des Arts et Métiers en 2010. Il a été lauréat du prix du jury de la Design Parade et des Audits Talents en 2020. Et il a co-créé le Canif Camp en 2018 et le Design Abstrait, donc un manifeste, hein, c'est bien ça, en 2021. Donc en fait, Henri entreprend une recherche fondamentale sur la question de la forme. Donc c'est des choses aussi, bien évidemment, qu'on voit en cours ici. Sur la question de la forme, donc en questionnant effectivement sa naissance, sa matérialité et les sentiments aussi, enfin l'appréciation qu'on peut en avoir, donc à la fois sur cette question de forme et de matérialité, avec un titre un peu énigmatique pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore voilà, sa production, sa pratique, sa réflexion. Donc voilà. Il travaille par ailleurs, et je pense qu'aussi évidemment ça nourrit, ce sera peut-être l'objet d'une question aussi après. Il travaille notamment avec le designer industriel Jun Yasumoto depuis 2019 et justement a participé à de nombreuses expositions, notamment au musée Picasso de Vallauris et au Palais de Tokyo en 2021. Voilà, et donc je crois, Henri, que je vais m'arrêter là et que tu vas nous introduire dans ton univers. Donc je me réjouis d'entendre tout ça et de comprendre encore un peu mieux ce qui se trame et ce qui se troue, peut-être. Voilà, donc des trous, des triangles et de la dissonance. Henri Frachon, à toi. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Donc oui, aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment besoin de me présenter parce que tu l'as déjà fait. Ouais. Je pense que c'est bon. Donc je vais vous présenter, je vais vous parler de trous, de triangles et de dissonance. Alors, excusez-moi, je vais un petit peu lire mes notes de temps en temps parce que vous allez voir, c'est quelque chose d'assez écrit. Donc je vais commencer par vous parler de trous, parce que c'est un sujet qui m'occupe depuis maintenant 3-4 ans. Et avant de vous raconter mon exploration, j'aimerais vous dire à quel point les trous sont importants et intéressants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des trous absolument partout. À l'échelle de la planète, le magma sort en fusion par des trous gigantesques. La plupart des animaux logent dans des trous et de nombreux objets du quotidien sont remplis de trous. Et ce qui est en fait génial, c'est que tous ces trous sont quasiment toujours ronds. Alors, on ne sait à quand date le premier trou créé par l'homme, mais il semble y en avoir toujours eu. Quand on regarde dans les archives d'archéologie, on découvre de très nombreux trous. C'est peut-être d'ailleurs un des premiers gestes qu'a fait l'homme, c'est-à-dire celui de vouloir creuser dans la terre et la pierre, de faire des trous, quoi. Le trou dégage quelque chose de très fort. C'est comme s'il y avait une sorte de force magique autour ou à l'intérieur. Je trouve que les trous, quand ils sont bien dessinés, bien pensés, ils donnent de l'aura aux choses. C'est la lumière qui arrive par la coupole du Panthéon qui contribue à la dimension mystique du lieu. Ou encore, ce sont les trous du morceau de gruyère qui lui donnent toute sa valeur. À ce propos, laissez-moi vous réciter le paradoxe du gruyère. Plus il y a de trous, plus il y a de... Non, pardon, je recommence. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage.
Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Le trou est souvent sombre. Il est rempli de mystères. Sa noirceur nous attire tout en nous faisant peur. Peut-être que c'est lié à notre peur de tomber dedans ou notre peur de l'inconnu. Les trous révèlent ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à l'intérieur. Le principe même de l'appareil photo est issu de la caméra obscura et basé sur l'utilisation d'un simple petit trou. Je me suis donc intéressé à ce non-objet. Cette quête a commencé au début par une simple intuition que je trouvais moi-même un peu absurde et même un peu angoissante, mais suffisamment attirante pour m'y engouffrer. Mon intuition était donc de m'intéresser à un objet universel et élémentaire auquel on ne fait pas particulièrement attention, tellement on y est habitué. J'ai donc effectué une sorte de voyage en partant d'assez loin et en m'y rapprochant petit à petit, jusqu'à m'intéresser à l'entrée, voire même à l'intérieur des trous. Et donc je vais essayer de vous raconter aujourd'hui le périple que j'ai effectué. Je tiens à vous prévenir dès maintenant, il n'y a pas vraiment de finalité dans ce travail. Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir une brèche dans un sujet sans fond. Il n'y a pas non plus de design dans le sens où j'ai pas du tout traité la question de l'usage. Mais je pense que j'ai tout de même abordé le sujet avec ma culture et mes outils de designer. Et vous vous posez peut-être la question, mais mon travail ne traite pas non plus de l'anatomie humaine, même si je suis certain que notre manière d'appréhender la question du trou en est forcément liée. Alors, avant d'aborder le trou, je me suis d'abord brièvement posé la question du plein, en imaginant un monde sans trou, un monde composé uniquement de formes pleines. Donc j'ai demandé à mon pote Simon de dessiner un tel écosystème. Un monde où les flûtes n'auraient pas de trous. Pardon. Un monde donc où les flûtes n'auraient pas de trous, où les maisons n'auraient pas de cheminée ni de serrure, et où les souris n'auraient donc pas de trous. Alors ça n'a évidemment aucun sens, et en fait on se rend compte que notre monde est composé de beaucoup de trous, ou plus largement de plein et de vide. Les trous sont inévitables, on pourrait même dire vitaux. Qu'est-ce qu'un trou donc ? La question peut paraître simple, mais je me suis assez vite rendu compte que le trou, bien que très facilement reconnaissable, est en fait très difficile à définir avec des mots. Je n'ai pas cherché à donner une réponse universelle à cette question, mais j'ai plutôt cherché à donner une définition très personnelle. Je me suis donc demandé ce qu'était un trou, et de cette question, on a découlé d'autres. Comment apparaissent les trous ? Qu'est-ce qu'un trou de qualité ? Que peut apporter un trou ? Comment se comportent les trous ? Et c'est donc pas avec des mots que j'ai cherché ce qu'étaient les trous, mais plutôt avec mes mains et mes yeux. Et donc j'ai pris du bois, du sable, de la terre, de l'aluminium, et quelques outils basiques comme des forêts et des pelles. Et j'ai creusé, percé, moulé, façonné, étiré des dizaines et des dizaines de trous. J'ai observé ce que ça a donné et j'ai continué à trouver. J'ai essayé de mieux comprendre cet élément, ce qu'il dégage, ce qu'il apporte, ses subtilités, sa forme. Et ça, je l'ai fait de manière très libre, sans objectif, en écoutant uniquement mes intuitions et en avançant un peu à l'aveugle. J'avais absolument aucune garantie de résultat. En quelque sorte, j'ai commencé ce projet en étant complètement au fond du trou et j'ai essayé petit à petit d'en sortir. Je me suis ainsi intéressé à différents aspects du trou que j'ai souhaité éprouver moi-même à travers différentes expérimentations. Un peu à la manière d'un scientifique, en étant le plus rigoureux possible, j'ai imaginé des protocoles. Et c'est en faisant varier un paramètre à la fois, par exemple la profondeur ou l'épaisseur d'un trou, que j'ai fait petit à petit des découvertes et que ça m'a amené à imaginer de nouveaux protocoles, et ainsi de suite. Je vais donc maintenant vous présenter où j'en suis aujourd'hui sur la question du trou.
Donc, pour commencer, j'ai tenté de matérialiser à quoi ressemblait la naissance, la vie et enfin la mort d'un trou. Et à l'évidence, le trou a besoin de matière pour pleinement s'exprimer. C'était ma première découverte importante et j'ai ensuite basé toute ma recherche là-dessus. On peut tenter de définir le trou par l'absence de matière dans un volume, mais comme le vide est impalpable, on le perçoit surtout par la matière qui se dessine autour. En fait, on ne dessine pas les trous, mais on dessine ce qu'il y a autour. Ici, c'est une photo de Barbara Hepworth, qui a sculpté des trous magnifiques toute sa vie. Voici un autre exemple de l'importance de ce qu'il y a autour d'un trou. Ça, c'est les pièces du jeu d'Hanoï. Le trou a l'air plus grand dans la pièce la plus petite, alors que tous ces trous ont exactement la même dimension. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les trous sont en général de forme ronde, ou plutôt cylindrique. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment la forme du trou qui compte, mais c'est ce qu'il y a autour. Donc je suis sûr que vous serez d'accord ici pour dire qu'à gauche, on a plutôt un tube, et plus on va vers la droite, plus on a un trou. Ici, c'est une autre manière de le montrer. Si on enlève la surface carrée au-dessus du trou, alors on a un tube. Et pour aller encore plus loin, je dirais que quand la forme qui contient le trou n'est pas cylindrique, comme c'est le cas à droite, on enlève alors tout doute. Il s'agit vraiment d'un trou. Donc ces premières recherches m'ont permis de mieux comprendre à quel point la forme qui se dessine autour du trou est capitale pour notre perception de celui-ci. Donc on pourrait dire que la forme des objets qui hébergent les trous est essentielle. Il me semble qu'il y a principalement deux types de trous. Il y a les trous traversants, qu'on appelle des lumières, et les trous qui ne traversent pas complètement la matière, qu'on appelle des trous borgnes. Mais je pense que ce qui différencie davantage ces deux types de trous, c'est leur orientation vis-à-vis du centre de la Terre. Ici, j'ai essayé d'en faire une simplification pour en ressentir la différence. Notre perception d'un même trou est différente quand il est dirigé vers le sol ou quand il est dans l'air. Si on s'intéresse à leur origine, il y a des trous qui se font par construction et d'autres par destruction ou enlèvement de matière. Ces deux méthodes n'ont en fait rien à voir et on le ressent forcément dans le résultat final. Je suis convaincu que la sensation d'un trou est plus forte quand on lit la trace de sa destruction, le passage de l'outil ou l'arrachement de la matière. J'ai l'impression que les trous adorent traverser la matière. Si on ne leur demande pas de s'arrêter, ils continuent. Un peu comme s'il y avait un ver imaginaire qui grignotait petit à petit la matière. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, mais en Asie, suivant les principes du Feng Shui, on fait des trous dans les immeubles pour laisser passer les dragons qui descendent la nuit de la montagne. Les trous sont instinctifs et immédiatement reconnaissables. Je suis sûr que si vous donnez ces deux pièces à un enfant, il produit assez rapidement la forme du milieu. Ça, c'est mon interprétation de l'expression « avoir les yeux en face du trou ». Il y a quelque chose d'assez évident, je trouve, quand on aligne deux trous. Ici, j'ai fait un trou dans un tas de pierres. En fait, c'était un acte complètement éphémère. Quelques minutes après, le tas de pierres s'est effondré. Le trou n'était plus là. En fait, je pense qu'un trou, c'est quelque chose de visible. Un trou bouché, c'est déjà plus un trou. Donc, à ce stade de ma recherche, j'avais une idée un peu plus claire sur ce qu'était un trou, et donc j'ai continué mon exploration. Donc, il faut dire que les trous sont pour la plupart du temps ronds. Dans la nature, les trous sont ronds pour des raisons de conception, de stabilité et d'effort minimum. Dans l'industrie, en plus des raisons structurelles, c'est aussi lié aux outils de perçage qui fonctionnent par rotation. Mais j'ai tout de même tenté de faire des trous qui soient vraiment pas ronds. Donc j'ai sculpté ces pièces en érable où des ouvertures géométriques sont réalisées par rencontre de plans orientés.
mais c'est plutôt des ouvertures et pas vraiment des trous. En disposant verticalement des tasseaux rectangulaires identiques les uns à côté des autres, il est possible de faire apparaître ces interstices. Et je dis ici interstice et pas trou, car on sent bien le jeu de construction. Un trou, ça doit être simple. Ici, c'est presque un peu trop compliqué. Donc, en parlant d'interstice, ça c'est une sculpture d'Isamu Noguchi, où toute notre attention est portée sur cette chose. Et d'ailleurs, Noguchi est un des plus grands spécialistes du trou, selon moi, qui m'inspire beaucoup pour cette recherche. Alors, le crabe, quand il creuse son trou, il le fait très naturellement avec ses 6 pattes. Et il le fait donc rapidement en enlevant des petites boules de sable, comme on peut le voir sur la photo. Et comme le sable a tendance à s'effondrer, la seule forme envisageable pour que ça se tienne, c'est de faire une forme circulaire. En fait, dans la nature, si vous croisez un trou carré, vous savez immédiatement que l'homme est passé par là. Alors par contre, des trous qui sont à la base parfaitement ronds peuvent se déformer pour différentes raisons. Ici, c'est donc uniquement l'action de la gravité et du poids qui produit la déformation. Donc on pourrait presque dire que le trou est en mouvement, il est quasiment vivant. J'ai découvert ici une nouvelle dimension qui permet de façonner des trous, celle du temps. Alors j'ai réalisé cette machine à gouttes qui fait des trous très lentement. Elle est composée donc d'un simple entonnoir avec un trou microscopique qui laisse passer une goutte de temps en temps. Donc voici 4 trous formés par 4 gouttes après plusieurs jours de ruissellement. Contrairement à cette idée de lenteur, j'ai fait des trous par arrachement dans de la terre, du papier et de l'aluminium. Ce qui est assez intéressant, c'est que des scientifiques s'amusent à théoriser ce phénomène et se sont rendus compte que quand on transperce du papier avec une pointe, il se déchire toujours en 4 parties. Et c'est assez intéressant de voir qu'avec d'autres matériaux, on obtient un phénomène assez similaire. Les trous, quand ils ne sont pas maîtrisés, ils deviennent des imperfections. Et c'est en fait là toute la difficulté de faire des trous. À tout moment, on peut basculer de la maîtrise à la faute. Donc, pour revenir à ma découverte de départ, où je me rendais compte que ce qui compte, ce n'est pas tant le trou, mais la forme de ce qu'il y a autour, je me suis demandé comment les trous interagissaient avec leurs hôtes. Alors dans 99% des cas, les trous arrivent perpendiculaires sur des surfaces planes. Ici, j'ai fait le même trou sur 6 surfaces variées. Le résultat est assez subtil, mais on voit apparaître de belles distorsions sur le contour de l'entrée des trous. Alors, comme je disais tout à l'heure, les trous adorent traverser la matière. Si on ne leur demande pas de s'arrêter, ils continuent. C'est ce que j'ai voulu mettre ici en avant avec ces 2 blocs. Le trou arrive par le dessus et ressort là où il veut bien ressortir. Et je me suis arrangé bien sûr pour soigner au mieux sa sortie. Ce qui m'intéresse visuellement ici, c'est le rapport entre le rond du haut et l'ouverture sur le devant de la pièce. On sait que les 2 sont liés, mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe. On a envie de regarder à travers le trou. Le poète Kurt Tucholsky disait « Le plus intriguant du trou, c'est son bord. Il appartient encore à la matière, mais regarde incessamment le rien. » Donc c'est au bord d'une rivière que j'ai commencé à m'intéresser à cette notion du bord de trou. En fait, on voit assez rarement l'intérieur d'un trou parce que tout simplement la lumière y rentre difficilement.
Notre compréhension d'un trou s'arrête en général à son commencement, donc à son contour. Et j'ai réalisé des dizaines de contours de trous pour en percevoir les différences. Un bord net n'a rien à voir avec un bord de trou arrondi. La moindre petite différence nous donne une toute autre perception d'un même trou. Donc ça, c'est en vue de coupe, quelques-uns des bords de trous que j'ai réalisés. Je les ai faits un par un au tour à bois pour être le plus précis possible. Et pour donc produire cette tour de trous. Et je pense qu'on touche ici l'aspect le plus important du trou, davantage que sa taille ou sa profondeur. C'est les finitions d'un contour de trou qui va nous donner toute son histoire et toute sa personnalité. Pendant ce projet, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le céramiste Claude Aiello. J'ai été invité pour la Biennale de Vallauris sur un sujet libre. Et j'ai donc observé Claude pendant quelques jours. Je me suis rendu compte qu'il était capable de réaliser des très grandes formes en céramique, avec des belles courbes. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des trous. Alors, en poterie, le processus de tournage fait que un trou est généralement situé sur le dessus des pièces. Et pour questionner ce précepte, j'ai demandé à Claude de réaliser des formes complètement refermées sur elles-mêmes. J'ai donc ensuite positionné des ouvertures que Claude a découpées avec précision sur le côté des pièces. Alors ce moment était assez magique parce qu'on voyait par un jeu d'ombre et de lumière les sillons, c'est-à-dire les traces des doigts de Claude laissées à l'intérieur des pièces. Voici donc la série Balade d'un trou. Ici, j'ai dessiné la silhouette des pièces en fonction des trous et j'ai aussi dessiné les trous en fonction des pièces. C'était un peu un aller-retour entre les deux. En partant de planches rectangulaires, perforées et toutes identiques, j'ai réalisé des découpes qui viennent interagir avec les trous. Les découpes rasent les trous jusqu'à venir déborder dedans. J'ai fait cela en pensant à la construction des lettres en typographie. En effet, la typographie est un jeu de formes et de contreformes, entre les pleins et les vides, entre les noirs et les blancs. Et d'ailleurs, il est prouvé que notre œil perçoit plutôt les vides que les pleins. Alors quand on assemble deux objets entre eux, on a très souvent recours au trou. Alors peut-être que c'est par modestie, mais le trou se cache très souvent dans les assemblages. J'ai cherché ici au contraire à le mettre en avant. J'ai cherché à le sous-entendre, à le laisser apparaître. J'ai réalisé une série de 4 boîtes trouées aux dimensions extérieures identiques. J'ai fait varier l'épaisseur de la paroi de 4 mm jusqu'à 50 mm, et c'était une manière de me rendre compte de l'impact visuel qu'a l'épaisseur d'un trou. Les 2 boîtes aux épaisseurs minimum et maximum sont encore plus intéressantes à confronter, je trouve. Pour l'épaisseur maximum, on voit apparaître un nouveau trou, cette fois-ci carré, dans la dimension exactement la même que le diamètre du trou rond. Donc je m'étais ici intéressé au trou unique, mais il y a souvent plusieurs trous, et donc je me suis demandé comment les trous interagissent entre eux. Alors pour commencer, j'ai voulu voir à quoi ressemblait un trou dans un trou dans un trou. Alors en effet, ce cube est troué sur 3 faces, par un petit, un moyen et un plus gros trou. Alors comme dans la vie de tous les jours, c'est bien sûr le gros trou qui gagne et qui mange les 2 plus petits. Mais c'est aussi lui qui laisse apparaître dans son intérieur le plus petit trou et le moyen avec cette forme caractéristique de chips. Ici, 2 trous rencontrent 2 surfaces inclinées. Alors comme la surface est inclinée, les trous ne sont pas parfaitement ronds mais légèrement elliptiques. Ici, 3 trous rencontrent un dôme. Ces 4 briques ont été conçues par une logique parfaitement mathématique. Je vais essayer de vous en faire la démonstration. Alors, chacune de ces briques présente des trous qui proviennent d'une seule et même grille.
Elle correspond en réalité à la brique de gauche sur laquelle il y a 465 trous. La grille a été conçue en utilisant des trous de 3,2 mm qui sont espacés entre eux et du bord de la brique de 3,2 mm également. Ces contraintes dictent une bonne fois pour toutes la dimension des briques. À partir de cette première brique, c'est en supprimant successivement une ligne et une colonne de trous sur deux que l'on obtient la brique ayant 105 trous. Et avec la même logique, on obtient la brique à 21 trous et enfin celle à 3 trous. Pour chacune d'elles, l'espacement entre les trous correspond exactement à l'espacement entre les trous périphériques et les bords de la brique. Alors, excusez-moi pour tous ces détails, mais tout ça pour dire que ces 4 briques sont complètement connectées et cohérentes entre elles. Alors, on ne le voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais je pense qu'au contraire, on l'aurait senti si ça n'avait pas été le cas. Et c'est exactement ça qui m'intéresse. Quand on dessine des grilles, on doit avoir une rigueur quasi mathématique, sans bien sûr en oublier les sentiments qui s'en dégagent. Alors en fait, j'ai assez peu traité la question du motif, parce que premièrement, c'est un sujet extrêmement complexe qui mérite beaucoup de temps et auquel je m'attaquerai plus tard. Et en plus, il a été parfaitement traité par Dieter Rams. Donc prenons l'exemple de cette grille de trous présente sur cette radio de poche dessinée par Rams en 1959. Si on vous demande de placer des trous de manière homogène sur un disque, on pourrait penser à premier abord que c'est plutôt facile. Pourtant, si on regarde de plus près cet objet et qu'on tente de tracer des lignes pour mieux en comprendre la géométrie, on ne comprend plus grand-chose. En fait, il y a uniquement les lignes bleues qui suivent la disposition des trous. Par contre, les lignes rouges et vertes suivent des logiques complètement différentes. En fait, cette grille n'est pas du tout construite de cette manière, mais plutôt par ajout successif de trous de manière radiale, avec des espacements variables. Donc en partant du trou central, il y a d'abord 5 trous, puis 12, puis 20, puis 24 trous, et ainsi de suite. En réalité, l'espacement entre les trous n'est pas le même partout, et c'est impossible d'y arriver. En fait, tout le travail de Dieter Rams a été de nous donner l'impression visuelle que c'est le cas. Et ça a dû lui prendre, je pense, quelques jours. Alors, si vous ne me croyez toujours pas sur la difficulté de réaliser un tel exercice, regardez plutôt cette grille de trous que j'ai photographiée dans le métro londonien, qui a sans doute été réalisée par le stagiaire qui passait dans le coin. Donc, après avoir mis de côté le sujet de la grille, je me suis posé la question de la composition. Donc j'ai pris une planche carrée et je me suis demandé comment je disposerais 4 trous. Alors assez naturellement, même s'il y a des milliards de réponses possibles, j'ai fait des propositions, enfin des compositions géométriques. Donc j'ai réalisé cette boîte sur laquelle j'ai apposé sur chacune des faces une composition de 4 trous. J'ai pensé la disposition pour que chaque face interagisse avec sa voisine. Et pour terminer cette partie sur la manière dont les trous interagissent entre eux, voici la dernière pièce que j'ai réalisée qui s'appelle Danse à 4 trous, qui est une pièce en papier pliable et réversible. Donc je vais m'arrêter ici sur cette question du trou. En fait, c'est un sujet sans fin. Creuser, c'est un mouvement qui en appelle un autre. Et je compte bien continuer, mais je pense que cette première phase, c'était une manière pour moi de comprendre et d'avoir les bases du trou. Et maintenant, j'ai envie d'un peu plus m'amuser avec cet objet. Alors, à peu près au même moment où j'ai commencé à travailler sur le trou, mon ami Antoine Le Charny travaillait lui sur le repoussage. Alors le repoussage, c'est une technique artisanale et aujourd'hui industrielle qui consiste à repousser un disque d'acier sur une contreforme. C'est très utilisé dans l'aéronautique, mais aussi pour produire des saladiers ou des abat-jours de lampes. Toute forme de révolution.
Donc Antoine a fait une recherche autour du Jean Doucine. Alors le Jean Doucine, c'est une technique d'assemblage entre deux formes qui ont été repoussées. Et l'assemblage se fait donc sur le bourrelet, qui est souvent au milieu des pièces. On retrouve aussi ce bourrelet sur la canette de coca. Et en fait, c'est une technique qui a complètement disparu aujourd'hui, parce que trop cher. Et donc aujourd'hui, dans l'industrie, on préfère souder ou rifter. Et donc Antoine s'est concentré sur la beauté de ce bourrelet et on a fait une recherche. Donc on a tous les deux réalisé ces deux recherches pour nos projets de diplôme à l'ENSI Les Ateliers, donc il y a maintenant 3 ans. Et alors qu'on était tous les deux dans une formation de design, on n'a pas du tout traité la question de l'usage. Et on s'est concentré uniquement sur la forme et sur ce qu'elle dégage. On s'est rendu compte en fait qu'on était dans une quête un peu similaire, pour Antoine saisir l'essence du Jean Doucine et pour ma part celui du trou. Et donc on a commencé à discuter ensemble et on a pris du recul sur notre pratique. Et on s'est demandé comment, en tant que designer, on pouvait s'emparer de ces sujets comme des sujets à part entière. Comment s'emparer, par exemple, du trou pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste un trou. Comment s'en emparer sans dessiner une grille de haut-parleur ou une passoire. À rebours de ce qu'on avait toujours fait, on a eu le sentiment que la réponse la plus juste qu'on pouvait apporter ne se trouvait pas cette fois-ci dans des objets fonctionnels. Mais c'est quand même en dessinant, en maquettant, en modélisant, donc en utilisant nos outils, notre culture et notre démarche de designer qu'on a mené notre recherche. On a tous les deux créé des objets dont les formes ne sont donc pas celles des objets fonctionnels existants, car ils répondent à d'autres enjeux. Ces formes ne sont pas familières à ceux qui n'en connaissent pas la raison d'être et elles leur sont donc abstraites. On a donc écrit un manifeste que je vais vous lire. Alors, le design abstrait invente sa propre abstraction. Le design abstrait renonce à toute fonction utilitaire. Il tourne le dos aux chaises, aux cuillères et aux kayaks. Le design abstrait est déjà là, mais il n'a jamais été nommé. Nous le nommons, alors il existe. Et nous lui donnons corps, alors nous l'inventons. Le design abstrait prend comme sujet ce qui est tellement élémentaire qu'on n'y porte pas attention. L'ombre, le coin, le trou ou la dissonance. Le design abstrait a pour vocation de saisir l'essence des sujets qu'il aborde. Explorer le trou, ce n'est pas dessiner une passoire. Le design abstrait crée des formes dépourvues de tout artifice afin qu'elles puissent être prises pour ce qu'elles sont. Le design abstrait a pour ambition de renouveler le regard porté sur la forme, qui n'est ici que proportion, contour et surface. Le design abstrait se veut clair, étrange et matérialiste. Alors, si on a écrit ce manifeste, c'est aussi parce qu'on pense que les choses n'ont pas été clairement nommées dans le passé. Quand Enzo Mari travaillait sur le cordon de soudure, il s'intéressait à l'essence même de la soudure. Et pourtant, juste parce qu'il était designer, ce type de production a souvent été réduit au rang d'expérimentation ou de simples recherches formelles qui viendraient servir une production en design à venir. Mais nous pensons avec Antoine que c'est bien plus que ça, et c'est peut-être en nommant les choses qu'on pourrait mieux les comprendre. Donc pour explorer le potentiel du design abstrait, on a décidé de le confronter à 2 nouveaux sujets, que sont le triangle et la dissonance. Avec Antoine, on a eu la chance de remporter le prix qui s'appelle Audi Talents en 2020, en proposant donc d'explorer le design abstrait. Ce prix donne une bourse de 70 000 € pour la production d'une exposition au Palais de Tokyo, 1 an après l'obtention du prix. Alors je dirais que dans nos vies, les triangles ont quasiment la même importance que les trous.
Alors ils sont moins présents dans la nature, mais disons que l'homme en a fait une de ses formes de prédilection. Le triangle est à la base de toute la géométrie. Il y a des triangles ou des constructions issues de triangles absolument partout. J'aime bien dire que le triangle, c'est le chiffre 3 qui prend forme. C'est la rencontre de 3 lignes, la liaison de 3 points. C'est 3 arêtes. Et quand 3 plans se rencontrent dans l'espace, ça forme naturellement un triangle. C'est alors à partir du triangle que l'on peut imaginer les choses en 3 dimensions. Un trépied est isostatique, c'est-à-dire qu'il est parfaitement stable. En fait, le triangle est la plus simple des structures stables. Et donc c'est pour ça qu'il est très utilisé en charpente et en construction et en architecture de manière générale. Dans la nature, on retrouve des formes triangulaires dans tout amas qui se dépose par la gravité. Avec 2 triangles, en fait, on peut former un carré, et avec plusieurs triangles, on peut former toute autre forme géométrique. En modélisation 3D, on utilise beaucoup le triangle dans ce qu'on appelle les mèches, et on est capable de décomposer n'importe quel objet en de nombreux triangles. Alors donc on s'est intéressé avec Antoine au triangle de manière assez libre, je dirais, en tentant donc de traiter un petit peu toutes ces notions qui le sous-tendent. Donc à gauche, on est venu scier une planche de mélèze qui laisse apparaître 5 triangles. À droite, c'est un fer plat qu'on est venu cintrer en 2 points qui forment un triangle. Un triangle qui tangue en marbre. Une tige d'acier qui est coudée en 4 points qui forme 5 triangles dans l'espace. Le triangle vert qui penche est en fait un hommage à Blinky Palermo, un artiste allemand mort très jeune, qui peignait très souvent ce triangle vert, mais lui le faisait avec la... Enfin, il reposait sur le côté le plus grand, l'hypoténuse du triangle. À droite, c'est l'idée de l'assemblage en queue d'aronde. On est venu réaliser donc 2 découpes dans ce bloc de pierre. Ça a fait apparaître 3 triangles, donc le triangle par évidement, et en fait 2 autres triangles qui sont apparus un peu magiquement, parce qu'en fait il y avait une tache marron sur la pierre. À droite, 2 triangles équilatéraux qui se font face. Alors, en vannerie, en fait, la forme qui est utilisée, c'est l'hexagone, pour des raisons de structure. C'est ça qui permet que la vannerie se tienne. Et on a développé donc une nouvelle technique pour faire apparaître des triangles. En fait, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ça ne se tient pas. Donc c'est pour ça qu'on est venu mettre des attaches à l'intersection de chaque brin. À droite, ce sont des triangles qui n'en sont pas. Nous, on y voit une maison, un avion, un voilier, un slip et une otarie. À gauche, on s'est inspiré en fait des tuiles faîtières, dans l'idée que les formes triangulaires, par leur conicité, viennent s'empiler parfaitement. Et à droite, c'est un trou triangulaire. Donc la rencontre de 3 plans qui viennent former une sorte de triangle par extrusion. Et enfin, une pièce en mousse qui est composée de 10 triangles. Donc voici l'ensemble de la série. Et donc je vais terminer par la dissonance, qui est un peu moins une forme élémentaire, mais plutôt un concept, élémentaire aussi, je crois.
Alors, en musique, une dissonance désigne un son produisant une impression d'instabilité et de tension entre les notes. La dissonance dérange notre oreille et nécessite une résolution. La dissonance, c'est un défaut au sein d'une harmonie. Ça peut être une sorte de désordre ordonné. La dissonance, c'est un peu le mouton noir dans un troupeau. Ça peut aussi être tout simplement quelque chose qui dépasse. Ou quelque chose d'inattendu. Donc pour résumer, la dissonance, c'est le défaut, le grain de sable, l'erreur qui vient un peu pimenter une harmonie. Et je pense que les deux ne peuvent exister l'un sans l'autre. Avec Antoine, on a fait assez naturellement des dissonances plutôt légères et subtiles. Disons qu'on a essayé de faire plutôt du jazz et non pas du métal. Donc là, en peinture et chez les coloristes, évidemment, la notion de dissonance est très présente. Mais on a essayé, pour notre part, d'y ramener de la forme et du volume. Alors, ces deux pièces, à part la boîte violette que j'ai réalisée moi-même, les pièces en verre ont été réalisées par Nicola Angelini, un très jeune et prodigieux souffleur de verre. À gauche, c'est une simple chute de bois où l'on voit des traits de découpe qui dépassent. Et à droite, c'est l'idée, c'est une aberration chromatique de couleurs, d'un nuage de couleurs enfermées. À gauche, la ligne qui bifurque. À droite, le téton du citron. La pièce de gauche a été réalisée par Lourdes Ferro, une brodeuse haute couture chez Chanel, qui se trouve être ma compagne. Donc on a donc dessiné cette pièce qui est très composée, où on est venu mettre des notes qui ont comme un effet un peu magnétique sur les amas de couleurs. Et pour finir, donc une autre pièce réalisée avec Nicola Angelini, que l'on a surnommée avec Antoine La bite ou la mouche. Et à droite, on a eu recours encore une fois au triangle. Alors bien sûr, la dissonance, c'est quelque chose de très subjectif. Ça, c'est uniquement notre avis sur ce que serait une dissonance formellement. Et donc pour terminer, je vais donc vous montrer quelques images de l'exposition inaugurale du design abstrait, donc, qui a eu lieu au Palais de Tokyo exactement il y a un an, en novembre 2021. Donc ça, c'est l'ensemble de la pièce, de l'espace, qui était en fait une pièce très en longueur, qui fait une cinquantaine de mètres de longueur. Et on a donc disposé les pièces suivant 4 lignes. La ligne tout à droite, à côté des fenêtres, c'est le trou. Ensuite vient le triangle, le Jean Doucine et enfin la dissonance plus près de nous. Il y a 14 pièces par sujet, donc au total, il y a 56 pièces. Et comme vous le voyez, chacune des pièces repose sur un socle qui est identique. Et donc c'était une des contraintes qu'on s'était fixées, de faire des pièces qui rentrent sur ce socle. Donc il y avait
dans l'exposition une lecture, je dirais, assez linéaire quand on rentrait dans l'espace, donc avec ces 4 lignes. Mais l'idée, quand on se baladait dedans, c'était de créer des compositions comme ça sur le côté, entre les pièces. Et, et donc on avait donc imprimé le manifeste sur une simple feuille A3 qu'on avait punaisé au mur, cloué au mur. Donc voilà, je vais terminer cette présentation sur cette image qui est, qui est quelque chose que j'ai réalisé avec Ulysse Bouette il y a 2 ans dans la montagne et qui, je trouve, représente assez bien les 3 sujets, le triangle, le trou et la dissonance. Bon, alors merci beaucoup Henri pour ce voyage, on va dire, très singulier et très riche. Peut-être que quelqu'un a une question déjà ou temps de... Oui. Merci pour ta présentation. J'ai quelques questions. Vu que tu as une méthode assez scientifique tout au long de ton travail, du coup, comment est-ce que tu collectes tous ces trous? Est-ce que tu les classifies? Est-ce que tu les ranges quelque part? C'est un peu. Est-ce que la méthode aussi prend une place importante dans ton travail, vu que toutes les images sont cadrées de la même manière? Je sais pas. Je ne sais pas si Laurence l'a dit au début, mais effectivement, il se trouve que j'ai une formation de physicien avant, quoi. Et c'est les premières études que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et donc j'ai effectivement une démarche peut-être assez scientifique, mais c'est pas une volonté de ma part, c'est assez naturel. Et donc oui, j'ai commencé ce projet en regardant effectivement, en photographiant et en observant les trous qui composaient notre monde. J'ai beaucoup regardé, oui, dans la nature, dans les objets anonymes. Je voulais pas trop regarder dans l'art ou dans le design. Voilà, je me suis intéressé vraiment aux trous naturels, on va dire. Et ensuite, voilà, ça m'a permis de commencer à mettre effectivement des mots, des catégories, et de commencer à faire ma recherche. Et ensuite, oui, je travaille de manière protocolaire, c'est-à-dire que voilà, je vais m'intéresser à un aspect et je vais et tant que je n'ai pas répondu à la question, je continue et je fais pas varier qu'un seul paramètre à la fois. Donc, ouais. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question. Une autre question? Oui. Moi, j'avais une question un peu sur toute votre dynamique du trou. Est-ce que vous avez parlé assez rapidement de la radio? Et est-ce que vous avez déjà pensé dans votre travail au passage du son par rapport au trou ou de quelque chose qui passe à travers? Ou c'est vraiment le trou en lui-même? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux dire ce qui passe dans un trou, quoi? Bah oui, vous avez parlé par exemple des cratères, il y a la notion du trou, mais il y a ce qui en sort, et c'est ce qui forme le trou. Et par exemple, on a vu les impacts quand vous avez, je sais pas, mis avec des crayons où il y a un trou et on voit le trou qui ressort.
et on ne voit pas l'élément que vous utilisez qui a fait ce passage-là. Est-ce que vous voulez en garder une trace, que vous l'avez utilisé ou pas, et voilà. Bah, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le trou. Et donc du coup, pas ce qui... Enfin, si, par exemple, la carotte, on pose souvent la question de est-ce que voilà, la carotte, c'est-à-dire le négatif du trou, donc le positif, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser? Et en fait, en fait, non, parce que c'est pas un trou. Et donc oui, moi, je m'intéresse vraiment au trou. Okay. Et effectivement, à sa manière, au process de sa fabrication. Okay. Mais plus, on va dire, dans les traces qu'on aperçoit à l'intérieur d'un trou de sa fabrication, plutôt que de l'outil en soi. Enfin, ok, d'accord. Une autre question? Oui. Bonsoir. Moi, c'est peut-être une question qui n'a rien à voir avec des questions par rapport à votre travail, mais plus de curiosité sur votre exposition au Palais de Tokyo. Est-ce que votre contrainte que vous étiez donnée par rapport au quadrillage des supports était aussi pensée par rapport aux ombres que ces supports reportaient? Parce que dans la première photo de l'exposition, c'est flagrant que chaque ombre fait des triangles et que par la suite d'autres photos montrent une certaine dissonance avec l'apparition d'une courbe au-dessus de ce triangle. Ouais. Alors, remarque très intéressante. Juste pour la petite histoire, on avait plutôt bien planifié l'exposition, c'est-à-dire qu'on avait pris en compte quasiment tout, sauf la lumière. Et on avait fait confiance à un éclairagiste du Palais de Tokyo, donc on se disait qu'il n'y aurait pas de problème. Et en fait, 2 jours avant le matin du montage, 5 jours avant l'exposition, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout assez de lumière, mais vraiment pas du tout. Mais les éclairagistes étaient déjà partis, il n'y avait plus de matériel, etc. Donc on a quand même, on a dit que c'était pas possible, et puis ils nous ont quand même trouvé une solution, et ils nous ont mis du coup un éclairage extrêmement puissant. Donc c'était, quand on rentrait dans la pièce, c'était très 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 blanc. Et effectivement, ça crée les ombres dont tu parles. Mais je sais que pour ma future exposition, je réfléchirai davantage en amont à la lumière. Voilà. Une autre question? Non. Alors peut-être en attendant, moi j'en aurais une. Je me posais la question justement de la perception. Effectivement, j'ai l'impression que les trous, tu l'évoques un peu, mais les trous ronds font plus trous que les trous carrés. Hein, donc c'est quelque chose effectivement à laquelle je n'avais pas réfléchi auparavant. Et je me demande si tu peux nous expliquer pourquoi. Comment se fait-il? Je pense déjà parce qu'on est habitué à avoir des trous plutôt ronds. Il y a, je dirais 99,99999% des trous qui sont ronds. Et donc c'est par habitude. Et aussi, comme je disais, un trou carré, c'est forcément l'homme qui l'a fait. Naturellement, les trous sont ronds par leur process de fabrication, quoi. Parce que ils sont souvent réalisés par rotation, ou alors aussi, par exemple dans le cas d'une grotte, ou d'un trou dans une montagne, naturellement, en fait, le trou est rond pour que les choses se tiennent, pour que en fait il s'effondre pas, et que donc en fait c'est comment dire, c'est pas ce qui doit, un trou doit être rond, donc un trou carré n'est pas complètement, je sais pas si j'avais clarifié. D'accord, merci. Parce qu'entre-temps, peut-être une autre question. Oui. Bonsoir. Et aujourd'hui, du coup, tu travailles sur... tu fais quoi? C'est peut-être un peu large.
Bon, je fais différentes choses, mais je continue à travailler sur le trou. Comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est une première partie, et maintenant j'aimerais un peu plus m'amuser avec le trou, jouer avec. Donc je fais ça, et puis j'écris aussi un film avec Antoine Le Charny, donc la personne avec qui j'ai fait cette exposition. Et je fais aussi du design industriel à côté. Okay. Donc je dessine des chaises, surtout des chaises. Ouais, design. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonsoir. Donc moi, la question que j'aurais, c'est par rapport aux éléments que vous avez présentés là, entre les trous, les triangles et cette notion de dissonance, en fait. Par exemple, entre les trous et les triangles, est-ce que vous faites des liens entre ces deux formes, ou est-ce que ce sont deux recherches qui sont complètement séparées l'une de l'autre? Entre le trou et le triangle? Oui, c'est ça. Il peut y avoir des trous triangulaires. Est-ce qu'il peut y avoir des triangles? Oui, il y a des triangles qui peuvent être des trous. Oui, il peut y avoir des liens. Ouais. Mais disons que là, en l'occurrence, quand je me suis intéressé au trou, j'ai travaillé sur le trou, et quand on s'est intéressé au triangle, on s'est intéressé au triangle. D'accord, c'est lui, vous mélangez pas les deux, c'est ça? Ça peut arriver, mais D'accord. Moi, j'aurais une question, Henri. C'est en fait tout ce travail, donc, qui est au fond un énorme travail, certes de conception, mais de recherche, en fait. Donc, comment, je veux dire, voilà, c'est exposé dans le cadre du Palais de Tokyo. Enfin bon, il y a vraiment cette articulation entre art et design qui est très forte, et art, design et sciences. Et en fait, je me posais la question, comment c'est perçu, ou comment c'est compris, en fait, on va dire par le monde du design, peut-être plus du design industriel, dans lequel tu travailles et tu évolues aussi professionnellement par ailleurs. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question, mais disons que... disons que j'ai l'impression que ce travail est en fait très bien compris par les designers et les architectes aussi. Voilà, un peu moins par les autres personnes, mais ça, souvent on me dit, souvent, quelques designers m'ont dit que oui, ça pouvait les inspirer, et globalement, ils trouvent ça plutôt intéressant. Ouais. Et donc, peut-être aussi dans cette continuité, dans quelle mesure, comment, à travers, parce qu'aussi c'est la question de la recherche, c'est la question finalement du langage plastique aussi, et comment toute cette recherche, seule, en groupe, tout ce qui émane, en fait, tout ce que tu nous as présenté ce soir. Finalement, ça infuse, ça influence aussi une pratique par ailleurs qui n'aurait a priori rien à voir à faire avec justement toute cette recherche. Comment ça te stimule, ou pas du tout, ou voilà. Tu veux dire entre cette recherche-là et le design industriel? Je dirais que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le design industriel qui... en gros, je travaille avec Jun Yasumoto que tu connais, et on dessine des chaises. C'est un très grand spécialiste de la chaise. Et en fait, finalement, la chaise, c'est un objet assez défini. Et donc, en fait, on la traite de manière très sculpturale. Et finalement, on fait un peu de la sculpture, quoi, avec les chaises. Et donc j'apprends énormément de choses dans la manière de
dessiner. Et donc, ça me... déjà, ça me fait voir les choses de manière plus précise. C'est plutôt que ça travaille mon regard, mes yeux. Et voilà, en gros, ça me donne des outils, pour les process aussi de fabrication, parce que c'est vrai que toutes les pièces que je vous ai présentées, il y a beaucoup de process différents de fabrication, du bois, verre, beaucoup de matériaux, puis beaucoup de manières de les... Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je peux apprendre dans le design industriel et qu'après, je peux appliquer de manière plus libre. Et oui, j'aime bien aussi travailler avec des artisans, des petites industries. Donc oui, ça se nourrit vraiment. Après, dans l'autre sens, je ne peux pas encore vraiment répondre parce que je ne fais pas encore réellement du design industriel. J'aide quelqu'un, mais en fait, je le vois, moi, peut-être pour du plus long terme, quand je serai plus... dans quelques années, si je fais moi-même du design industriel, j'ai l'impression que ça pourra peut-être me servir. D'essayer de comprendre un peu la forme dans sa version la plus élémentaire. Ouais. D'accord. Encore une dernière question, peut-être, du public ? Oui. Une petite question, c'est comment tu conserves toutes tes pièces ? Très bonne question. Si tu as un garage... en fait, il se trouve qu'elles ne sont pas si grandes, vu qu'elles rentrent sur un socle. Donc, mis dans des cartons, ça ne prend pas tant de place que ça. Mais la question du stockage est une vraie question. Merci. Bon. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout. Merci beaucoup, merci. Henri. Et puis, merci à toutes et à tous d'être venus. Donc, voilà. Et encore un applaudissement. Merci.